Supplément spécial de l'Octogone sur les frappes israéliennes sur le port d'Hodeïda au Yémen, en rétorsion à un drone des Houthis sur Tel Aviv. Un drone donc qui a fait un mort et 10 blessés à Tel Aviv. Là, évidemment, les attaques israéliennes, on est sur un autre calibre, mais on resterait quand même sous les 10 morts pour l'instant. Donc ça vous donne aussi une idée du niveau de basse intensité, pour le moment toujours, des échanges, parce qu'on a un petit côté fleuret moucheté, même si le symbole a été très fort, hein, tout le port qui crame, etc. Les habitants, évidemment, au Yémen, ont fait des selfies avec pour montrer que ça fait 15 ans qu'ils sont en guerre et que ça leur fait ni chaud ni froid, sans mauvais jeu de mots. Et c'est pas non plus complètement faux, hein. Des deux côtés, on a un aspect communication qui domine sur cette opération. Ça ne signifie pas que ça peut pas partir en sucette, ça ne signifie pas que c'est ce que veut Netanyahou que ça parte en sucette, mais de part et d'autre, aussi bien dans le camp iranien, l'axe de la résistance, donc Iran, Hezbollah, Syrie, Irak, Houthis et Hamas maintenant, alors que le Hamas n'était pas du tout un allié naturel de l'Iran, parce que allié aux frères musulmans, affilié aux frères musulmans, alors que l'Iran est chiite. Mais bon, évidemment, dans la situation de guerre actuelle, l'alliance est naturelle. Eh bien, pour l'instant, beaucoup plus de com que de réalité militaire et de dérapage, mais un dérapage est toujours possible. Alors le contexte un peu. D'abord, qu'est-ce que c'est que les Houthis? Bon, c'est le nom de leur fondateur, hein, initialement. Donc le parti, c'est Ansar Allah, qui est un parti séparatiste chiite. Au départ, concrètement, je vais pas exagérer, mais des camps de vacances, des camps de formation pour les jeunes au Yémen, qui rapidement sont devenus sécessionnistes à la faveur des printemps arabes, ont pu monter en puissance, à la faveur de la compétition entre les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Ont continué à monter en puissance, ont attaqué l'Arabie saoudite, ont survécu aux attaques de cette dernière, malgré des ventes d'armes très conséquentes des États-Unis, d'abord décidées par Barack Obama, ensuite par Donald Trump. Et aujourd'hui, évidemment, les Houthis sont devenus une force incontournable dans la région et ils sont capables de faire le trafic dans le golfe d'Aden. Les Américains, les Anglais notamment, aujourd'hui frappent des cibles Houthis depuis longtemps, mais les attaques continuent et leur force de frappe se maintient. Alors déjà, c'est un premier point, c'est-à-dire que ce qu'a fait Israël est pour l'instant très inférieur à ce qu'a fait le Royaume-Uni et les États-Unis. Et je parle depuis le 7 octobre. Pas avant, bien sûr. Ce qu'a fait sinon l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, c'est un cran au-dessus en termes de force de frappe, en termes de quantité d'explosifs mobilisés. Donc là, le symbole est très fort parce que c'est un port par lequel passe 70% du trafic de conteneurs du Yémen. Et il y avait des flammes qui montaient jusqu'au ciel, mais jusqu'à présent, autour de 10 morts. Et donc, pour la frappe de drone à Tel Aviv, du côté des Houthis, 1 mort, 10 blessés. Cette frappe de drone, elle était très symbolique, elle aussi. C'est-à-dire que le drone lui-même, les Houthis lui ont donné le nom de Tel Aviv avant qu'elle ne s'appelle Tel Aviv. Tel Aviv est la traduction en hébreu de Alt Neuland, un roman utopique de Theodor Herzl, le fondateur du sionisme. Donc c'est vraiment un symbole de la part des Houthis d'avoir utilisé le nom d'avant Tel Aviv pour ce drone. Et c'était un nouveau drone. Les Houthis apprennent très rapidement et ils ont été capables de tromper les défenses israéliennes avec un petit drone comme celui-là. Enfin, petit, ça peut quand même faire 2000 km. On n'est pas sur un drone FPV comme on en voit contre les chars russes ou contre les chars ukrainiens en Ukraine. Où là, on a un rayon d'action plutôt de l'ordre de 60 km grand max, plutôt même 15. Mais ce qui est très au-dessus d'ailleurs des missiles anti-tank classiques, et ça révolutionne la guerre. Mais les Houthis ont eu 15 ans de guerre derrière eux, donc en fait, c'est vrai que pour l'instant, ça leur fait ni chaud ni froid, ce genre de frappe. Il y a un aspect économique très important, d'ailleurs, c'est le tit for tat en théorie des jeux, attaque économique de la part des Houthis, rétorsion économique de la part d'Israël, même si ça permet politiquement de dire, regardez, donc on a un membre du Parlement, notamment qui s'exprimait pas donc au nom du gouvernement, mais un membre de la Knesset qui a dit, ceci est un message pour tout le Moyen-Orient. C'est une déclaration très conne de sa part d'ailleurs parce que Israël a encore des alliés tacites au Moyen-Orient et dans le monde arabe. Et là, les choses sont très claires. Mais bon, c'est pas un membre du gouvernement, donc ça vous montre, ça prend un peu la température de l'importance et l'intérêt de cette frappe. C'est-à-dire remonter le moral, montrer qu'Israël sait réagir et le peut. Donner, toujours vendre, alors ça c'est vraiment l'offre de valeur politique de Netanyahou, je ferai un jour une vidéo là-dessus, très bientôt j'espère, parce que la totalité de la carrière politique de Netanyahou, la totalité de sa capacité à se maintenir,
c'est qu'aucun politicien israélien ne vend mieux que lui aux Israéliens la proposition de valeur politique « je vous protège ». D'où ces clips de campagne en mode Bibi-sitter, vous savez, Bibi Netanyahou et Bibi-sitter, ça fait partie en fait de sa force politique qui fait d'ailleurs qu'il arrive à être le patron de l'AIPAC, c'est-à-dire que l'AIPAC évidemment va servir un autre premier ministre israélien s'il est élu, mais Netanyahou est celui en qui l'AIPAC a de très loin le plus confiance, et l'AIPAC le protège à distance, c'est-à-dire que même quand Netanyahou est à 2 doigts de sauter en Israël, l'AIPAC va le protéger, ce que Netanyahou a parfaitement compris parce qu'il est américain au départ, et que c'est lui qui a mené, c'est son père d'abord et lui ensuite, qui a mené cette alliance entre guillemets entre Israël et les républicains. C'était une alliance qui était pas du tout naturelle, vraiment pas, surtout du temps d'Eisenhower, qui lui évoquait la possibilité d'avoir un OTAN arabe, donc c'était vraiment un autre monde, et puis qui avait complètement recadrer Israël pendant la crise de Suez. C'est le père de Netanyahou et Netanyahou ensuite qui ont construit l'alliance, notamment avec les évangélistes, l'aspect religieux, et donc avec les républicains. Parce que les évangélistes votent républicains, évidemment, ils votent pas démocrates. Donc, Netanyahou arrive à vendre ça aux Israéliens, à leur dire « personne ne vous protège mieux que moi ». Et en fait, c'est son pacte politique tacite qui le rend inoxydable, qui fait que malgré toutes les casseroles qu'il a au cul, toutes les affaires, tous les scandales en interne, en externe, tous les trucs possibles, imaginables, pour l'instant, il se maintient. Bien sûr, il y a l'aspect religieux aussi, mais ça fait partie vraiment de sa base. Or, donc, c'est très important pour lui de pouvoir dire ça. Mais Netanyahou veut une escalade. Il peut pas le vendre aux Israéliens, donc il faut que ça vienne de l'extérieur, exactement comme Bismarck. Énormément de la politique israélienne est bismarckienne. Énormément. Et Netanyahou aimerait être Bismarck. Il aimerait faire comme Bismarck à beaucoup d'égards, en particulier sur l'extension du territoire israélien, notamment donc sur le cas de Gaza ou sur le cas de la Cisjordanie. Mais il peut pas aller à la Knesset et dire « je veux une guerre régionale dans laquelle les États-Unis seront impliqués ». Or, Netanyahou a besoin de ça, parce que la guerre de Gaza est un échec. Et ses généraux le lui disent. D'ailleurs, ils le lui disent tellement que un des porte-parole de l'IDF, donc des forces armées israéliennes, a déclaré « on ne peut pas éradiquer le Hamas, parce que c'est une idée ». Et le cabinet du Premier ministre, donc Netanyahou, a ordonné aux forces armées de rétracter ces propos, et ils ont dit non, ils ont protégé leur porte-parole, ils ont dit c'est exact, on ne peut pas éradiquer le Hamas, ça c'est votre slogan politique pour faire ce que vous voulez faire, mais si on parle de la défense d'Israël, ce n'est pas possible. Et de la même façon que l'IRA n'a pas été éradiqué non plus. Donc, et qu'elle a même fait partie des négociations par la suite avec le Good Friday. Donc, il faut comprendre qu'il y a une vraie division entre ce que veut Netanyahou et les gens qui le soutiennent et l'intérêt national bien senti d'Israël, mais que Netanyahou veut évidemment arriver à ses fins en créant des casus belli dans la région. Il y était parvenu en faisant monter le Hamas contre le Fatah et en attendant patiemment qu'il y ait un événement type 7 octobre. Quand il l'a eu, il a sauté dessus, il avait même des plans de contingence qui étaient prêts. Et ça, Haaretz l'a révélé, mais pas que Haaretz. Si vous aimez pas, si pour les Israéliens qui aiment pas l'extrême gauche, pas de souci. Israélienne, je parle, pas de souci. Il y a aussi le Jérusalem Post et le Times of Israel qui l'ont révélé, donc, et plus 972 Mag aussi qui a fait des saillies sur ces manipulations-là. Donc, d'ailleurs, un think tank israélien a dit que cela n'allait pas arrêter les Houthis. Très important. Que la frappe sur Hodeïda n'allait pas arrêter les Houthis. Et ce think tank a parfaitement raison. Donc, on voit un rapport de force très subtil. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, il faut rouler le tambour, il faut montrer qu'Israël peut répondre. À l'intérieur, et c'est pareil d'ailleurs du côté iranien, c'est pareil du côté Houthi, il y a un côté, il faut montrer qu'on fait le job, qu'on fait quelque chose. Mais faut pas que ça escalade trop non plus. J'avais dit dans une vidéo il y a 6 mois je crois maintenant que la vraie cible des Houthis c'était le shekel, ça reste tout à fait d'actualité. Des commentateurs m'avaient dit mais non, le shekel s'est pas effondré, tu te trompes. C'est encore une fois une guerre monétaire économique, ça marche pas comme ça. C'est pas l'effondrement de la monnaie arrive immédiatement. Pas du tout. Au début, on soutient la monnaie, comme une ligne de front. On est obligé, la banque centrale est obligée de soutenir sa monnaie, et du coup, elle dégage des problèmes économiques graves de toutes sortes. Vous ajoutez à ça que la mobilisation a bien sûr détruit les PME israéliennes, et que bon, pour créer une start-up à Tel Aviv, maintenant c'est mort pendant un certain temps. Vous imaginez bien que si vous avez des Israéliens américains, ils vont certainement pas mettre le siège à Tel Aviv ou embaucher des gens en Israël. Donc l'économie est dans un sale état. Et d'ailleurs, un des ports israéliens, je sais plus lequel, s'est déclaré en faillite. Je vais vous retrouver ça tout de suite dans mes notes.
C'est le port de Eilat. Ouais, c'est pas le port de Haïfa. Le port de Eilat s'est déclaré en faillite. Donc ça prouve bien que cette guerre fonctionne parce que vous n'avez plus de trafic de containers. Donc de la même façon, et en fait c'est là que vous voyez la rétorsion politique. De la même façon que le port d'Eilat s'est déclaré en faillite, lequel a été survolé d'ailleurs par des drones du Hezbollah au passage, les Israéliens ont frappé le port de Hodeïda et l'ont mis en faillite en le cramant. Donc on voit ces rétorsions, mais d'un côté les Houthis, ça fait 15 ans qu'ils sont en guerre, ils ont connu en termes de puissance explosive des frappes bien plus soutenues, même récemment, pas seulement pendant la guerre avec l'Arabie Saoudite, pas seulement pendant la guerre avec les loyalistes des Émirats Arabes Unis, les alliés des Émirats Arabes Unis au sud du Yémen, et accessoirement Al-Qaïda qui traînait de l'autre côté, évidemment influencé par les Américains. Eh bien, malgré ça, les Houthis ont aussi connu des frappes très soutenues sur des nœuds logistiques par le Royaume-Uni et par les États-Unis. Et donc vraiment, cette frappe israélienne n'aura quasiment aucun impact. Elle sert à montrer qu'il y a une vulnérabilité de part et d'autre. C'est en gros, je te vois, tu me vois. Ok. Ou comme dit la loi de Murphy de la guerre, si l'ennemi est à portée, nous aussi. Pour l'instant, on en est là. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas dégénérer. Ça peut tout à fait dégénérer, parce que vous avez des faucons des deux côtés, avec des colombes à l'intérieur qui aussi sont beaucoup plus discrètes. Le camp de la paix est beaucoup plus discret que le camp de la guerre, aussi bien au sein de l'Iran qu'au sein d'Israël. Et il y a des choses inacceptables, bien sûr, à Gaza. Donc le Lancet a publié que c'est au moins 185 000 morts directs et indirects, donc par manque de soins, parce que tous les hôpitaux et toutes les écoles de Gaza ont été détruites, pas de la ville, de la bande. Et donc 185 000 morts, minimum 200 000 morts dans quelques semaines, hein, si on continue sur cette lancée. C'est évidemment inacceptable, totalement inacceptable, et ça n'atteint absolument pas les objectifs même militaires d'Israël. Même si les vies des Gazaouis ne valent rien, ça n'atteint pas du tout les objectifs militaires israéliens. Donc là, on a vraiment un plan bismarckien avec un mélange de religions. Bismarck, la religion, il s'en foutait un peu, mais là, vraiment, chez Netanyahou, il y a un plan bismarckien d'étendre les frontières sans passer par la Knesset, parce que la Knesset n'accepterait pas ces plans. Et il pense pouvoir y arriver. Le problème, c'est qu'il sait qu'il a échoué à Gaza, mais il se dit, mon plan politique a perdu une bataille, il n'a pas perdu la guerre. Et la guerre, c'est ramener les États-Unis dans le conflit. Ce qui inévitablement ramènerait la Russie, parce que maintenant vous avez l'Iran dans l'organisation de coopération de Shanghai, qui par la force des choses est en train de devenir un contre-OTAN. C'était pas techniquement une organisation comparable à l'OTAN, l'organisation de coopération de Shanghai, même si concrètement ça commençait à l'être avec l'attaque américaine sur l'Afghanistan. Et sur l'Irak. Mais au début, c'était pour lutter contre le séparatisme, le terrorisme et l'intégrisme. Bon, ça, c'était les trois grands mots. Séparatisme, intégrisme, terrorisme. Mais rapidement, c'était en fait devenu une alliance pour bouter les États-Unis hors de l'Asie centrale, et l'Iran, du coup, il y a toute sa place. Ce qui signifie que de la même façon que les Russes et les Chinois avaient mis un double veto quand les Américains avaient voulu faire sauter Assad, et que du coup Assad est encore là, et un de ses fils vient même de finir un doctorat ou un master à l'Université d'État de Moscou, eh bien, là, si jamais les États-Unis rentrent dans le jeu, les Russes rentreront, et d'ailleurs, ils l'ont fait savoir. Notamment il y a 6 mois, quand ils ont fait savoir que quand le USS Eisenhower et le USS Gerald Ford, le plus puissant porte-avions américain, étaient déployés en Méditerranée, eh bien, les Russes allaient, eux, déployer des MiG-31 porteurs de Kinjal, missiles hypersoniques, qui peuvent donc abattre un porte-avions américain, puisque les systèmes de Close-in Weapon System, donc les CIWS, les phalanx, les mitrailleuses qui tirent les missiles automatiquement, ne peuvent rien faire contre les Kinjal, et encore moins contre les autres vecteurs hypersoniques que peuvent avoir les Russes. Donc ça avait calmé le jeu. Netanyahou n'est pas content. Une partie de l'armée israélienne sait qu'il va falloir négocier, mais politiquement, la Knesset est quand même ready, puisqu'elle vient de faire une déclaration qui dit que la solution à 2 États, jamais, au grand jamais. Alors que la solution à 2 États est devenue la politique officielle de la Russie, de la Chine, mais même aujourd'hui de l'Espagne, de la Norvège, etc. Donc c'est une vraie défaite diplomatique. Et ça, Netanyahou le sait. Mais son rêve, c'est de convoquer une guerre plus large,
qui lui donnera les coups des franches en termes d'intervention, qui va fédérer Israël derrière lui, alors que c'est pas du tout évident. De toute façon, pour que Netanyahou ait Israël fédéré derrière lui, il a besoin de guerre en permanence, ou de tensions, ou de conflits, parce que, vu que Netanyahou, la seule chose qu'il peut vendre, c'est « je vous protège mieux que les autres », il va pas vendre, par exemple, il y avait le mouvement des tentes, le prix des logements, l'inflation, les salaires, les soins, etc., la paix sur le long terme, qui reste aussi un enjeu, genre, ou bien on va verdir le Negev, ce qui arrive un peu aujourd'hui avec les moyens d'irrigation d'Israël, mais on est très très loin d'un vrai grand projet à la chinoise, où eux, carrément, ils plantent des kilomètres, des centaines de kilomètres carrés de forêt. Netanyahou se ferait jamais élire sur un plan comme celui-là. Jamais. Vous verrez jamais Netanyahou à la Knesset se faire élire en disant « je vais planter des kilomètres carrés de forêt dans le Negev ». Alors que, à une certaine époque, c'était possible de se faire élire comme ça. Donc là, vraiment, ce que veut Netanyahou, c'est que le conflit parte en vrille avec les Houthis et le Hezbollah, qu'il y ait un casus belli, grave, au moins du niveau du 7 octobre, et je vois pas comment il peut faire autrement. Le truc, c'est que quelque chose du niveau du 7 octobre, ça n'arrivera pas, d'autant qu'on sait que le 7 octobre a été largement déformé. Je vous renvoie à ce que Haaretz a publié très courageusement là-dessus, à savoir que l'affaire des 40 bébés décapités, c'était du pipeau, c'était de la complète intox, et pourtant Biden l'a reprise en disant « j'avais jamais vu ça ». Non, Haaretz a confirmé que c'était faux. En prenant des pincettes, ils ont dit oui, mais il y a d'autres trucs qui étaient vrais. Vous imaginez bien, les mecs, qui se feraient brûler vivants s'ils prenaient pas de pincettes, mais n'empêche qu'ils ont confirmé que ça, précisément, c'était faux. Donc, ça signifie évidemment pas qu'il n'y a pas eu plein de morts pour le 7 octobre, mais vous avez maintenant l'autre aussi dossier puant sur la table concernant Netanyahou, qui est la directive Hannibal, et ça, il y a que la presse israélienne qui en parle à l'extérieur d'Israël, c'est pas possible de l'évoquer. La directive Hannibal est une directive réelle, qui demande aux forces armées israéliennes, quand elle est déployée, de tirer sur les otages plutôt que de les laisser se faire prendre, que les otages soient civils ou militaires. Ça, c'est très grave. Pour des militaires, on pourrait éventuellement le comprendre. On avait eu le cas pour les fameux Wind Talkers, vous savez, ces traducteurs indiens, enfin, les codes, les Indo-Américains, donc les First Nations, amérindiens, pardon, qui parlaient leur langue pendant la guerre du Pacifique, et là, il y avait des directives très claires de les abattre s'ils devaient tomber dans les mains de l'ennemi. Donc, jeter une grenade, si on voyait les Japonais en attraper un, il fallait jeter une grenade sur eux. Ça peut se comprendre pour du personnel militaire, qui peut éventuellement signer ce genre de décharge. Dire après tout, je suis là pour prendre le risque de mourir, donc j'accepte. Mais pour les civils, là, on peut pas l'expliquer, ça. C'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus polémique et qui va empoisonner Netanyahou de toute façon. Donc, dans ce contexte-là, Netanyahou, personnellement, et les gens qui le soutiennent, ont un intérêt à une escalade et à pouvoir justifier une invasion du Liban qui serait une catastrophe militaire. Et je pense que la majorité des généraux israéliens le sait très très bien. En 2006 déjà, le Hezbollah posait un problème militaire absolument insoluble à l'armée israélienne. Aujourd'hui, c'est encore pire. Il a beaucoup plus de missiles, beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de drones. Il est plus entraîné. Les tunnels sont beaucoup plus profonds, ramifiés. Et surtout, le Hezbollah est dans une position où, post-2006, presque 20 ans plus tard, il a tellement de prestige au Liban qu'il peut enrôler le reste du Liban aujourd'hui, ce qui n'était pas du tout le cas en 2006. Aujourd'hui, un Libanais qui voudrait défendre son pays rentrerait dans le Hezbollah même s'il est maronite. Et ça poserait évidemment des problèmes sur le très long terme. Sans parler du fait que le Hezbollah maintenant a des batteries de missiles anti-navires, ce qui était quasiment pas le cas ou pas le cas en 2006. Donc ce serait du suicide pour Israël en tant qu'État-nation d'étendre le conflit au Liban. Mais pour Netanyahou, du point de vue politique, ce serait la seule porte de sortie, en fait. Et aussi, bien sûr, impliquer les Houthis. Alors, dans l'escalade, aujourd'hui, l'Iran a, par cet axe de la résistance, une énorme profondeur stratégique. Énorme. Parce qu'ils peuvent ordonner des frappes par les Houthis, par Ansar Allah, donc, ou par le Hezbollah, qui vraiment sont très proches en termes de structure, quoi. C'est très très comparable comme organisation, d'ailleurs évidemment chiites tous les deux. Et donc l'Iran a cette profondeur stratégique, parce qu'ensuite derrière c'est pas fini. Il y a le Liban en tant qu'État-nation qui peut dire on a attaqué mon territoire, donc j'ai le droit de me défendre. Ensuite il y a la Syrie, et ensuite il y a l'Irak qui aujourd'hui est très influencé par l'Iran. Et ensuite vous avez bien sûr les grands alliés que sont la Russie, mais aussi l'Inde et la Chine. Donc c'est pour ça que vous avez tout un camp en Israël qui n'arrive pas à faire sauter Netanyahou pour toutes les raisons que je vous ai données, les premières étant que quasiment tous les Israéliens des États-Unis votent Netanyahou, genre j'exagère, mais ça doit être, à mon avis, si c'était du 80%, ça m'étonnerait pas.
Et du coup, Netanyahou est inoxydable et intouchable politiquement. Mais militairement, le fait que les forces de défense israéliennes, IDF, Tsahal, ça veut dire notre armée, on va plutôt dire IDF, soient en fait en train d'entrer en bras de fer avec Netanyahou démontre bien qu'il y a un problème. Et que tant que ce problème est transcendé par la guerre, par les symboles, ça passe, mais qu'après ça va être beaucoup plus compliqué. L'héritage géopolitique de Netanyahou, en réalité, et même si l'immense majorité des Israéliens n'est pas capable de le voir, même ceux qui l'aiment pas, il est catastrophique. Parce que Netanyahou était totalement favorable à la déstabilisation du Yémen, de l'Irak, de la Syrie et du Liban, et même de la Somalie, et à tous les grands plans de déstabilisation de la région post-11 septembre. Netanyahou se frottait les mains quand il y a eu ça. Les interventions américaines dans toute la région, il s'en régalait, parce qu'il se disait que ça allait évidemment donner une initiative géopolitique à Israël très grande, avec la capacité d'étendre ses frontières, puisque Netanyahou, même s'il s'en vante pas à la Knesset, est un sioniste révisionniste, c'est-à-dire qu'il considère que les frontières israéliennes ne sont pas les bonnes aujourd'hui. Et ça, même s'il pouvait pas le vendre à la Knesset, il pouvait le vendre à des alliés politiques suffisamment puissants pour pouvoir déployer son plan et se maintenir. Le problème, c'est que les Américains se sont rendus compte, notamment sous Obama, mais certainement déjà à la fin du deuxième mandat de Bush, que l'Iran, il ne pouvait pas l'attaquer. John McCain se faisait ce genre d'illusion, mais Obama était parfaitement au clair avec le fait que l'Iran est un beaucoup trop gros morceau pour les États-Unis, montagneux, très armé, très entraîné, et si l'Afghanistan a foiré, l'Iran c'est l'Afghanistan x2. Donc les États-Unis se sont dit, on n'attaquera pas l'Iran. Et ça, c'est un problème parce que pour le plan des néoconservateurs du temps de George Bush, auquel Netanyahou adhérait totalement, eh bien l'Iran était le point culminant, c'est-à-dire qu'on déstabilisait l'Irak, on déstabilisait le Yémen, on déstabilisait le Liban, on déstabilisait la Syrie, pour ensuite, et on déstabilisait bien sûr l'Afghanistan, pour ensuite finir sur l'Iran. Et là, Israël était la puissance dans la région sans contre-pouvoir puisque l'Arabie Saoudite à l'époque était un allié, de facto. Le problème, c'est que aujourd'hui, la déstabilisation de tous ces pays a permis à l'Iran d'être le pays puissant. Et c'est ce qu'a bien compris l'Arabie Saoudite quand elle a vu que l'Iran était de loin le pays le plus puissant au Yémen. L'Iran est le pays le plus puissant au Liban. L'Iran est le pays le plus puissant en Syrie, avec certes la Russie. Donc c'est un échec total au regard de l'héritage géopolitique de Netanyahou. Je comprends pas que les gens qui votent pour lui n'aient pas compris ça, n'aient pas vu ça. Parce que c'est un échec, mais critique. C'est-à-dire que c'est totalement contre-productif. Il a obtenu le contraire de ce qu'il rêvait obtenir. Et là, il tente une sorte de double down. Comme vous savez, en bourse ou au poker. En bourse, on dit when in doubt, double. When in trouble, double. Donc, quand votre portefeuille action a trop baissé, doublez. When in trouble, double. C'est exactement ce que fait Netanyahou. Il est in trouble, mais totalement, et il double. Il double en espérant embarquer les outils et dans une vraie guerre. Et là, ça serait plus du tout les mêmes volumes, les mêmes échanges. Hein. J'insiste, il y a encore un côté fleur et moucheté, comme quand l'Iran avait ciblé Israël avec 300 missiles, mais qu'il n'y avait eu aucun mort. Il y a un côté touché, gentil... comment vous dire, je sais pas moi, box sparring. Il y a un côté sparring avec le casque de protection et tout, ou vraiment au premier sang, quoi. Pas jusqu'à ce que mort s'en suive dans un duel. Mais ça peut basculer en baston de comptoir, où là ça se finit à la phalange par terre. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, vous avez de part et d'autre une volonté que ça ne dérape pas trop. Sauf que l'Iran a beaucoup plus de profondeur stratégique qu'Israël. Israël en a très peu, donc en général, d'après la doctrine de Moshe Dayan, Israël devait être comme un chien enragé, trop dangereux pour qu'on l'attaque, parce qu'Israël n'a pas de profondeur stratégique, donc toujours surréagir. Mais là, en termes de surréaction, on n'est pas du tout dans les niveaux, je sais que le symbole est énorme, on a tout le port d'Hodeïda qui crame dans les flammes qui montent jusqu'au ciel, mais bon, vous avez une dizaine de morts, et ce qu'on fait, les frappes anglaises et américaines dans la région, ont fait beaucoup plus de morts et beaucoup plus de dégâts, et ça n'a pas fait la une des journaux de cette façon-là. Donc on voit vraiment que il existe, et ça, en quelque sorte, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que vous devez séparer l'aboiement de la morsure, des deux côtés. C'est pas aussi clair que chien qui aboie ne mord pas. Mais quand il y a des aboiements, quand vous avez un membre de la Knesset qui dit c'est un message envoyé à tout le Moyen-Orient, etc., pour l'instant, ça reste à fleur et moucheté, mais j'insiste, dans le rapport politique en présence, Netanyahou veut que ça dégénère. D'autres membres en Israël ne le veulent pas. Et agissent de cette manière. Il parle, évidemment, toujours le principe de l'aboiement et de la morsure. Il parle en disant, voilà, on a montré que ça... Mais on voit bien, dans les décisions concrètes qui sont prises,
que pour l'instant, vous avez une vraie faction en Israël qui veut pas que ça parte en guerre régionale complète, qui veut pas que le conflit s'étende, et qui aimerait, mais qui n'y arrive pas, et c'est pour ça qu'on a cette espèce de plateau, qui aimerait que ça se termine aussi à Gaza, qu'il y ait des négociations, etc., que quelqu'un puisse dire j'ai gagné, voilà, que quelqu'un puisse dire j'ai gagné, évidemment que ce soit Israël qui puisse dire qu'il a gagné, mais qui prépare déjà la rhétorique pour dire de toute façon si le Hamas n'est pas éradiqué, on a quand même gagné. Évidemment, Netanyahou avait tout fait pour que on ne puisse jamais dire si le Hamas n'est pas éradiqué, on a gagné. Netanyahou avait tout fait dans ses relais de presse, dans ses relais politiques, pour qu'il soit impossible à Israël de déclarer une victoire tant que le Hamas n'était pas éradiqué. Ben là, on voit que les forces de défense israéliennes commencent à dire « Non, mais de toute façon, le Hamas, on ne pourra pas l'éradiquer », ce qui est exact. Donc on voit qu'une certaine rhétorique politique commence à se préparer. Il y a une chance pour la paix dans la région. Il y a une vraie chance pour la paix. Je peux évidemment pas vous dire ce qui va se passer, mais Netanyahou n'est clairement pas à la chance pour la paix. Mais vous avez d'autres fonctionnaires dont on connaît moins le nom, etc., qui en Israël veulent la paix et agissent de cette façon-là. Voilà donc ce que je voulais voir avec vous. Alors, concernant une éventuelle élection de Trump et Netanyahou se détestent. Bon, ça c'est factuel, ils peuvent pas se saquer. Alors ce sont Netanyahou, des amis étrangers, il en a pas des masses. Hein. Je parle ad hominem évidemment, intuitu personné. Pour le reste, bon, un pays comme disait De Gaulle, n'a ni ami ni ennemi, n'a que des intérêts. Mais Trump et Netanyahou ne s'aiment pas. D'ailleurs, Obama et Netanyahou ne s'aimaient pas non plus. Et là, c'est une unanimité. Bon, Chirac et Netanyahou ne s'aimaient pas non plus. C'est quand même Sarkozy et Netanyahou ne s'aimaient pas. Et même Macron a du mal avec Netanyahou. Donc il y a quelque chose, quoi. Mais Trump, évidemment, a fait des déclarations très claires dans un congrès républicain en disant « Vous avez intérêt à nous ramener les otages, rapido, sinon on se fâche, etc. » Bon, ça c'est de la rhétorique, parce qu'en vrai, même si Trump a donné des gages à Israël, notamment en nommant J.D. Vance, qui est un faucon, Trump, se laisser entraîner dans une guerre régionale complète, c'est peut-être lui le candidat pour lequel ça serait le plus difficile. Je dis pas que c'est pas impossible. Vous pouvez penser à des faux drapeaux, par exemple, une attaque très grave sur des intérêts nationaux américains très importants, qui du coup serait impossible à avaler pour l'opinion publique, une sorte de Pearl Harbor. Ce qu'avait déclaré d'ailleurs Netanyahou, il avait dit que le 7 octobre était Pearl Harbor, évidemment, et on voit le principe. Pearl Harbor, c'est bismarckien en un sens, et là vous avez, l'exploitation de Pearl Harbor, c'est bismarckien. L'exploitation du 7 octobre, c'est bismarckien aussi. Sauf que Netanyahou n'est pas Bismarck au regard de l'histoire, et ça se voit déjà. Je veux dire, Bismarck n'aurait pas fait toutes les conneries que Netanyahou a faites concernant justement la région étendue, en espérant donc déstabiliser l'Irak, la Libye, la Libye aussi d'ailleurs, la Syrie et le Liban, et ensuite terminer sur l'Iran et faire le Bismarck lui aurait collé des claques à Netanyahou, même au-delà de l'aspect purement religieux et nationaliste. Si Netanyahou avait été un élève de Bismarck dans une école de réal politique, Bismarck lui en aurait collé, il lui aurait dit tu redoubles, là c'est pas possible. Mais encore une fois, les électeurs de Netanyahou s'en rendent absolument pas compte, parce que ils sont focalisés sur la promesse je vous protège mieux que les autres. Mais Trump sera dans son deuxième mandat, il sera en mode je fais ce que je veux. Et ça sera, je dis pas encore une fois que ça sera impossible, mais Trump, de très loin, est le candidat qu'il sera le plus difficile d'entraîner dans une guerre régionale. J.D. Vance, c'est pas sûr. Ce qui signifie que si Trump venait à mourir, à être assassiné par exemple, on voit que c'est possible dernièrement, eh bien si Trump venait à mourir, J.D. Vance, lui, passant président, alors lui, il serait tout à fait OK pour entraîner les États-Unis dans une guerre régionale, si par exemple Israël décidait d'attaquer le Liban, si Netanyahou arrivait à vendre à Israël d'attaquer le Liban, voire même de mener des frappes beaucoup plus suivies sur le Yémen. Ça serait possible, en effet. Donc retenez qu'il faut séparer l'aboiement de la morsure, et que pour l'instant, malgré le côté très photogénique de ces frappes, on garde un côté fleuret moucheté, un petit peu comme les frappes iraniennes sur Israël. L'opération s'appelait cependant le bras long, hein, c'était pas tout le symbole, hein, pour montrer les Israéliens appelaient ça l'opération bras long. Bon, c'est vraiment un truc sur lequel je voulais insister. En fait, on a eu donc 2 douzaines de frappes israéliennes au Yémen.
Et les Houthis maintenant déclarent que c'est Israël la cible, ont déclaré que Tel Aviv n'était plus une ville sûre, donc on a quand même une escalade rhétorique qui pourrait partir en sucette possiblement, potentiellement. Maintenant, il faut bien comprendre que le potentiel de combat aujourd'hui des Houthis est très supérieur à la frappe qu'ils ont faite sur Tel Aviv. On avait vraiment un côté de tester le drone. Parce que si on en juge à la guerre qui a été menée avec l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, Ansar Allah a des capacités de frappe au moins 50 fois supérieures, je plaisante pas, en termes de puissance de feu. Et s'ils donnent leur max, ça sera une frappe beaucoup plus grande qui en plus sera forcément coordonnée par l'axe de la résistance, c'est-à-dire donc avec des frappes venant du Hezbollah aussi, d'éventuelles frappes venant du Hamas, et possiblement aussi des frappes venant de Syrie, voire même une occupation et un recouvrement du Golan. Donc un retour du Golan, puisque le Golan est, au regard du droit international, occupé illégalement. Pardonnez-moi. Alors, on retrouve la rhétorique aussi. Blinken a dit que l'Iran était à 2 doigts d'avoir l'arme atomique. Alors, on se rappelle du fameux schéma de la bombe présenté par Netanyahou. Pourquoi hein? Pareil, parce que Netanyahou le présente en 2012, ce schéma, et là, il est très mécontent par la suite, parce que Obama signe le Iran Deal. Et c'est pour ça que Netanyahou et Obama étaient en clash. Et techniquement, le sont encore, alors que Obama aujourd'hui est une des figures de l'État profond qui dirige Biden, parce que bon, Biden, on sait bien que il a vraiment plus du tout la lumière à tous les étages et qu'il est incapable de diriger un pays. Donc, l'Iran Deal, en 2012, Netanyahou avait dit voilà, l'Iran est à 2 doigts d'avoir l'arme atomique. Bon, on est 12 ans plus tard, l'Iran n'a toujours pas l'arme atomique. Donc, c'était vraiment une tentative de la part de Netanyahou de finir le job après avoir eu l'Irak, après avoir eu le Liban, après avoir eu, etc., d'aller jusqu'à l'Iran. Mais ça n'a pas marché. Donc, pour l'instant, on est toujours sur un statu quo. Benny Gantz a dû embrayer et confirmer que c'était une bonne idée de frapper, mais c'est de la rhétorique, parce que Benny Gantz est complètement opposé à Netanyahou. D'ailleurs, il a démissionné du gouvernement pour le démontrer. Candace Owens a dit que la génération 9/11 ne se laissera pas embarquer dans une guerre avec l'Iran. Je serais plutôt de son avis. Et peu de temps après, Israël a enchaîné sur une frappe sur un dépôt de munitions à Tyr, près de Tyr, au Liban, du Hezbollah. Pour essayer, donc l'idée, côté Netanyahou, c'est selon moi de faire une frappe outrancière sur le Yémen, que le Yémen riposte et que ça permette de donner un casus belli pour attaquer le Hezbollah. Encore une fois, le truc, c'est que le Yémen, ils en ont tellement pris sur la gueule depuis 14 ans que cette frappe-là, c'était vraiment... on le voit, il y avait des mecs qui prenaient des selfies devant, quoi, en souriant, au Yémen. Donc, bien sûr qu'il y a un côté propagande, mais je veux dire, dans des pays arabes qui sont profondément anti-israéliens, ils feraient pas ça. Ils feraient pas ça. Ils diraient, on va se venger, ils gueuleraient, ils brûleraient des drapeaux israéliens, mais non, c'était un selfie en mode, oui, and so what, quoi, bon. Même si les flammes montaient jusqu'au ciel. Donc on est bien sur les nouveaux Balkans mondiaux, et on sait que c'est les premiers Balkans qui est né la Première Guerre mondiale, et Bismarck l'avait dit d'ailleurs, un jour la paix en Europe sera détruite par une satanée bêtise aux Balkans. Mais bon, pour l'instant, grâce à la bombe atomique, paradoxalement, on n'a pas encore d'escalade totale. Cependant, Lavrov a pris la parole. Alors vous savez que la position russe est très compliquée parce que vous avez, je crois, entre 1 et 2 millions d'Israéliens qui parlent russe et qui ont la double nationalité, pour la plupart. Mais Lavrov a dit, d'ailleurs, c'est la raison spécifique pour laquelle un pilote de F-35 ne peut pas être binational, il faut qu'il ait simplement le passeport israélien, parce que les Américains n'ont pas envie qu'un pilote binational israélien-russe vole dans un F-35. Lesquels F-35 ont délivré les bombes qui ont bombardé le port du Yémen. Lavrov a dit que le Hezbollah s'était restreint et que l'escalade était israélienne. Donc Lavrov a déclaré que le Hezbollah était sur la réserve, et que c'est l'armée israélienne qui a provoqué l'escalade. Lavrov a dit, nos alliés sont les pays arabes aussi. Ça, c'est un truc très important. Et donc, bien sûr, Poutine a déclaré, la Russie reconnaît l'État palestinien exactement comme l'URSS reconnaît l'État palestinien.
Je vous ai donc dit que le porte-parole des Houthis avait parlé d'un nouveau drone, hein, donc le fameux Yafa, le nom de Tel Aviv avant Tel Aviv. Le Pakistan vient d'appeler au boycott. Alors le Pakistan, c'est spécial, hein. Eux aussi, c'est double détente parce que d'un côté, ils sont très pro-américains et la CIA contrôle énormément le Pakistan. D'ailleurs, la CIA a mené un coup d'État, c'est sa spécialité, contre Imran Khan, qui lui était beaucoup plus une colombe. Aujourd'hui, c'est un gouvernement de faucons, mais qui est au pouvoir grâce à la CIA. Imran Khan, aujourd'hui, ayez une pensée pour lui, priez pour lui, parce qu'il est encore aujourd'hui dans une cellule de 4 mètres carrés, à l'isolement complet, et ça fait des années qu'il y est maintenant, donc c'est un vrai héros pacifique du Pakistan, et aujourd'hui, il est en tôle, dans les pires conditions. Donc, il faut comprendre aussi que dans ce genre de guerre très rustique, ce sont les Houthis qui auraient tendance à gagner. C'est-à-dire qu'Israël ne peut pas maintenir un conflit long, et c'est bien pour ça que Netanyahou espère une entrée dans le conflit des États-Unis. Le problème, c'est que les États-Unis s'en sont pris une sévère en Ukraine, et que l'OTAN est profondément décrédibilisée, et qu'aujourd'hui, les moyens de projection américains sont au plus bas depuis peut-être 40 ans, peut-être même plus. Donc une entrée des États-Unis dans le conflit, il faudrait quelque chose de spectaculaire, un Pearl Harbor majeur. En conclusion, je veux que vous compreniez que les forces de paix sont secrètes aujourd'hui et que les forces de guerre sont visibles et apparentes. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est même une très bonne nouvelle. Vous avez des agents de la paix, des gens, soit parce qu'ils sont spirituellement évolués, soit parce qu'ils ont des valeurs très fortes. Certains peuvent être athées, avoir des valeurs extrêmement solides. Mais aujourd'hui, les forces de la paix sont secrètes, aussi bien au sein d'Israël qu'au sein des États-Unis et qu'au sein de l'Iran. Vous avez des forces de la guerre qui sont vocales, apparentes, visibles. Il y en a certaines qui sont invisibles aussi. Mais elles revendiquent une partie émergée. Alors que les forces de la paix ne revendiquent pas une partie émergée. Elles sont entièrement immergées. Et on ne les voit pas, et c'est pour ça que j'en parle dans un journal citoyen, comme l'Octogone et ce supplément, parce que les forces de la paix sont secrètes, et pour l'instant, elles font leur travail. Et vous devez continuer à croire, à avoir la foi, à avoir l'espoir, ou à prier, si vous êtes religieux, parce que dans la région, de toute façon, dans la région, presque tout est religion, à continuer à croire qu'elles vont faire leur travail, parce qu'elles peuvent faire leur travail.